Allez, alors on va aller sur notre thématique de ce jour. On va commencer par poser la première question à notre invité de ce jour sur cette dépendance affective. Rappelez encore une fois de plus ce que c'est qu'une dépendance affective. Et puis maintenant, aller sur une dépendance affective en amour. Oui, une dépendance affective, c'est un état dans lequel une personne se sous-estime et qu'elle ne s'affirme qu'à travers le regard de l'autre. Une dépendance affective, c'est une situation dans laquelle quelqu'un veut s'accaparer entièrement de son amoureux. C'est-à-dire, il ne peut pas prendre des décisions seul, il ne peut rien faire tout seul. Il faut absolument que l'autre lui donne son avis. Donc la personne se sous-estime, elle pense qu'elle ne vaut rien. Donc si l'autre ne fait rien pour la valoriser, elle s'enfonce. Par contre, l'amour c'est autre chose. L'amour c'est l'affection, une affection très forte qu'on éprouve pour quelqu'un d'autre. Et cette affection-là nous permet de nous rapprocher de la personne, de faire des choses ensemble et de lui apporter une satisfaction sur le plan physique, mental, psychologique, sexuel et autres. Donc, on peut penser que la dépendance affective est une forme d'amour. Non, la dépendance affective, ce n'est plus l'amour. Ça commence à rentrer dans le cadre de la maladie parce que ce n'est plus un amour normal. Mais en même temps, comme tu expliques, Cathy, quelqu'un peut avoir de l'amour pour sa femme, véritable. Il ne dépend pas effectivement de sa femme. Mais, face à une situation, il veut toujours par respect que sa femme soit là pour donner sa part de point de vue. Ça ne peut pas être simple, ça ne peut pas être simple comme ça. Ça, c'est l'amour. Parce que la personne considère sa femme, parce que la personne aime sa femme, parce que la personne valorise sa femme, elle lui demande son point de vue. À tout moment? Bon, pas forcément à tout moment. Mais quand ça devient une situation où quelqu'un n'est pas capable de prendre une décision, quelqu'un a besoin qu'on le valorise tout le temps, quelqu'un a besoin que l'autre donne son point de vue. Il ne peut pas vivre sans l'autre. Il ne peut rien décider sans l'autre. Il ne peut rien faire sans l'autre. Là c'est la dépendance affective parce qu'on met même l'autre mal à l'aise. Oui. C'est-à-dire, si un homme a une femme qui est dans la dépendance affective, au début, ça peut paraître intéressant parce qu'on peut penser que la personne nous valorise, nous sommes très forts, nous sommes très intelligents. Mais après, l'homme part au travail au matin. Le gaz est fini, il faut qu'il épuise si on achète le gaz. La tante est arrivée, il faut qu'il décide. Les enfants, on les a fait sortir de l'école. Il faut qu'ils décident. Bah ça. Les enfants sont rentrés à l'école, ils ont fait, on a noté dans la marmite. Oui, il faut que maman rentre avant de décider si vous allez manger ou pas. Voilà. C'est même bête. Ça, c'est du Calvino. Ouais. Ça, c'est du Calvino. Et tu veux acheter les habits, tu ne peux pas faire plaisir à quelqu'un, te dire que bon, ben, je vais me coiffer comme ça, comme ça, comme ça. Il faut que la personne décide, porter tel habit, porter tel tissu, porter tel... Par amour, comme on a envie de plaire à l'autre, on peut demander, oh, tu voudrais que je me coiffe comment? Parce qu'on veut être à l'image de l'autre, on veut lui faire plaisir. Mais si c'est que, s'il ne décide pas de la coiffure que nous devons faire, ça veut dire que la coiffure là n'existe pas. Ça, c'est déjà autre chose. Non, mais Cathy, il y a des femmes, qui décident, elles demandent à leur compagnon, t'aimerais que j'aie quoi? Parce qu'elles veulent faire plaisir à leur homme. Oui. Mais est-ce que c'est forcément une dépendance affective? Non. C'est-à-dire, on peut vouloir faire plaisir à son homme. Je vais aller au salon de coiffure. Je dis à mon homme, tu aimerais que je me coiffe comment? Parce que les hommes aussi, parfois, ils aiment donner leur point de vue. Je peux vouloir me raser la tête, ils n'aiment pas. Donc, je peux demander. Mais maintenant, si c'est que je suis incapable de prendre la décision d'aller dire au coiffeur à la coiffeuse que lave mes cheveux, mets-moi la teinture, fais comme ça parce que je veux faire une surprise à mon homme. Ça veut dire que ça devient un problème. C'est lui qui doit décider comment je dois me coiffer. C'est lui qui doit dire comment je dois m'habiller. C'est lui qui doit dire comment je dois sourire, comment je dois faire. Tout. Il y a des gens dans la dépendance affective, tu ne peux pas faire les courses avec eux.
parce qu'ils ne sont sûrs de rien. Est-ce que ça c'est bien? Est-ce que je prends? Comment tu décides? C'est toujours l'autre qui doit prendre la décision sur tout. Donc du coup, comme lui ne se fait pas confiance, si on achète, je ne sais pas moi, le salon, et que à l'arrivée, quelqu'un dit que mais pourquoi vous avez même pris la couleur bordeaux alors que vous pouviez prendre la couleur noire? Du coup, ce n'est pas elle, parce que tellement elle ne se fait pas confiance. C'est l'autre qui doit prendre toutes les décisions. On n'est pas épanoui dans la dépendance affective et on ne fait pas que celui qu'on a en face de nous s'épanouisse. Par contre, l'amour nous permet de nous épanouir. L'amour nous rend heureux. L'amour comprend que chacun a sa personnalité, chacun a ses droits, chacun a ses devoirs, chacun a une petite liberté qui s'arrête là où l'autre commence. Voilà. Donc l'amour tient compte de tout ça. Donc comment différencier l'amour véritable et la dépendance affective? Dans l'amour véritable, quelqu'un est déjà, on voit l'épanouissement. J'ai envie, oui, celui qui est dépendant affectif n'est pas épanoui, parce que quand bien même l'autre prend toutes les décisions, il n'est toujours pas sûr. Il n'est sûr de rien, il est toujours triste, parce qu'il faut que l'autre n'a pas encore dit son dernier mot. Tant que l'autre ne dit pas dans son dernier mot, il peut être rassuré, mais pas toujours content, pas toujours satisfait, parce que pour lui, il ne vaut rien. Alors que celui qui a de l'amour, celui qui est dans l'amour a de l'assurance. C'est-à-dire, je me lève le matin, je pars au travail, je pars faire mes courses. S'il y a une décision, je peux dire, ok, mon mari n'est pas là, mais je pense qu'on peut faire tant, en attendant qu'il vienne, ou alors faites telle chose, je vais rendre compte à mon mari ou à ma femme. Je peux prendre les devants sans vouloir prendre la place du mari ou de la femme. Donc, on sent le l'épanouissement dans l'amour. On sent qu'on fait des choses ensemble. On sent la complémentarité. Moi, j'apporte telle chose. Toi, tu apportes telle autre. Par contre, dans la dépendance affective, il n'y a pas cette complémentarité-là. C'est toi qui dois faire. Voilà. Bon. C'est toi qui dois décider. C'est toi qui dois courir. C'est toi. On a que l'autre tellement que finalement, il se fatigue. Bon, mais est-ce que c'est possible de reconnaître une dépendance affective au début d'une relation? C'est-à-dire qu'au début, quand le gars a été dragué, la façon dont il fait, est-ce que c'est possible de détecter ça au début? Oui, on peut détecter. C'est-à-dire pas peut-être les premiers jours, parce que ça peut paraître intéressant. Quelqu'un, surtout les gens qui sont restés célibataires longtemps, ou bien les gens qui ont eu une rupture violente. Donc quand on a quelqu'un qui est dépendant affectif, ça soulage même au début. Parce qu'il va appeler plusieurs fois. Peut-être qu'on ne nous a pas appelé depuis. Parce qu'il va combler un certain vide. Parce qu'il va nous demander notre avis. On va se sentir valorisé. Voilà vraiment l'homme qu'il fallait. Il est intéressant. Oui. Il a attiré. Oui. Mais une fois que nous retrouvons notre équilibre, notre stabilité, c'est là où on commence à voir le problème. Mais celui-ci appelle que tous les jours. Bon, maintenant, comment savoir si je suis... Comment savoir... si je suis amoureuse ou dépendante affective? Si je suis amoureuse, je ne suis pas constamment dans la tête de l'autre. Quand je suis amoureuse, je peux faire des choses seule. Je suis heureuse parce que l'amour procure une bonne sensation de bien-être. Je me sens valorisée et ainsi de suite. Mais j'ai ma vie. Donc, si l'autre ne m'appelle pas, je ne panique pas. Si l'autre ne me dit pas que ma coiffure est belle, je ne panique pas. Si l'autre annule le rendez-vous, notre rendez-vous, alors qu'on avait tout programmé et qu'il a eu un problème de dernière minute, je ne panique pas. Donc, je suis toujours avec ma famille, avec mes amis, et puis je programme que pendant le week-end, par exemple, je peux aller voir l'autre. Mais, dans la dépendance affective, tu es où, tu vas où, tu es avec qui, pourquoi on ne fait pas ça, pourquoi... C'est-à-dire, on est là à longueur de journée, semaine après semaine. On ne laisse pas la possibilité à l'autre de s'épanouir, de gérer sa vie. Donc, si nous sommes dans la dépendance affective, ça veut dire que si on vit avec... on n'est pas dans la dépendance affective, on est dans l'amour. On comprend que notre mari peut se lever le matin, il va travailler. Et que si le soir, il peut dire que bon, je rentre pas à 18h,
je vais rentrer peut-être à 22 heures. Et qu'à 22 heures, il peut dire que je suis fatigué, il y a tel problème, on peut le résoudre demain. La dépendance affective tente donc de rentrer. Déjà pour aller travailler le matin, je pleure. Oh, comme tu parles au travail, moi je vais faire comment et tout. On a du mal à laisser l'autre aller même au travail. S'il ne rentre même pas tôt, catastrophe. Et s'il rentre un peu tard et il dit qu'il est fatigué, c'est terminé. Parce que nous sommes dans la tête de l'autre et l'autre est dans notre tête. C'est-à-dire, c'est comme si on l'a programmé. C'est pour ça que la dépendance affective devient une maladie. Une maladie, il faut détacher, apprendre à quelqu'un à vivre sa vie, réapprendre à quelqu'un à avoir l'estime de soi, à réapprendre à quelqu'un à apprécier d'autres choses dans la vie que son mari. Parce que moi, je peux aimer, le mari peut aimer la couleur rouge, moi j'aime la couleur blanche. Mais quand je suis dans la dépendance affective, je me dis que non, c'est le rouge qui est bien. Si moi j'aime la couleur blanche, ça veut dire que la couleur blanche n'est pas une bonne couleur. Il faut être dans ce que le mari est en train de dire. Ce n'est pas l'amour. L'amour, c'est un ensemble de choses. Chacun apporte quelque chose quelque part. Et puis on se retrouve, ça fait une complémentarité. Oui. Mais la dépendance affective, ce n'est pas que quelqu'un a quelque chose à apporter. S'il y a quelqu'un qui a apporté, c'est l'autre. Ah. Oui. C'est l'autre qui a apporté. Donc, c'est pas que quelqu'un doit apporter quelque chose à l'autre. Comment ça? Non, si je suis par exemple dans la dépendance affective, oui, je m'attends à ce que l'autre fasse tout pour moi, qu'il valorise tout, qu'il prenne toutes les décisions. Moi, j'ai rien à apporter. Je dépends entièrement de lui. Mon bonheur dépend de lui. Ma survie dépend de lui. Mon épanouissement dépend de lui. Tout dépend de lui. C'est ça la dépendance affective. Hein? Et tout à l'heure, vous avez dû dire que la dépendance affective, c'est une maladie. Oui. Mais ce que je veux savoir, c'est que, ça veut donc dire que, est-ce que quelqu'un qui est dépendant affectif aime vraiment, malgré que ce soit une maladie, est-ce qu'il aime vraiment d'amour, comme on dit vraiment l'amour? Il a un amour qui ne contrôle pas. Celui qui est dépendant affectif a un amour qui ne contrôle pas. C'est-à-dire, celui qui est dans l'amour même, il se contrôle, il se maîtrise, il est équilibré. Mais dans la dépendance affective, on n'est pas équilibré. On n'a pas de contrôle. On n'a pas de maîtrise. C'est-à-dire, si l'autre te dit non, je ne peux pas faire ça, tu peux te suicider. Tu vas te mettre à pleurer. Tu peux faire un scandale. Tu peux... Bon, dans ce cas-là, on va dire peut-être qu'il n'a pas un problème d'amour, mais qu'il a un problème d'assurance. Oui, la dépendance, oui. Tout ça, ça part du manque d'assurance. Le manque d'estime de soi. De soi, voilà. Oui. Voilà, maintenant, comment savoir si c'est de l'amour, comment savoir si c'est de l'amour ou de l'affection? Parce qu'on confond les deux, hein, l'amour et l'affection. L'amour, c'est une forte affection, hein, un sentiment d'affection fort qui nous attache à l'autre. Donc, si quelqu'un nous aime, je peux avoir de l'affection pour toi, c'est un truc partagé parce que tu es mon ami. Mais on peut confondre ça à l'amour. Oui, l'amour, c'est que quand il y a un sentiment amoureux. Il n'y a pas les papillons qui tournent dans le ventre. Il y a les papillons qui sont dans le ventre. C'est un sentiment amoureux qui tourne même, qui est même lié au sexe aussi. Comme moi. Oui. Il y a les papillons, quand ils te parlent, tu sens les papillons dans ton ventre. Oui, tu as seulement envie de l'attraper, tu veux être avec lui, tu veux... C'est pas de la dépendance. C'est l'amour. Quand on voit une personne qu'on aime, on a forcément ces papillons, on a envie de lui bourrer de cadeaux et tout. Mais le vrai amour est tamisé, c'est équilibré. On a envie de tout ça, mais on se rappelle que je ne peux pas abandonner mon travail. Par exemple, si tu es dépendant affectif, pendant qu'on est en train de faire l'émission, l'autre, tu as reçu un message, tu te perds complètement. Dans la dépendance affective, dans l'amour même, quand tu reçois un message, ok, je suis en pleine émission, je te rappelle tout à l'heure. Parce que tu te fais confiance, parce que tu n'as pas peur que si tu n'abandonnes pas l'émission, là maintenant tu ne crées pas une situation, la personne va te laisser. Donc, non, ça veut dire que si on arrive au point où on commence à paniquer, ça veut dire qu'il y a un problème. Il y a un problème. Il y a un problème parce que quand on a, on a de l'assurance,
quand on a l'estime de soi, on sait mettre chaque chose à sa place. Si je suis amoureuse de quelqu'un, la personne doit comprendre que j'ai mon travail. Je ne peux pas abandonner l'émission pour aller... T'amouracher. Oui. J'ai des patrons qui me payent pour que je fasse un travail. Maintenant, quelqu'un qui est dans la dépendance affective ne réfléchit pas forcément comme nous. Il va voir que, ok, tu reçois un message. Mireille, je suis à quoi? Moi, dépendance affective, je suis à quoi? Non, je crée une situation, je laisse l'émission. Je pars parce que si je ne le vois pas maintenant, est-ce que l'émission, s'il va me servir à quoi? Ce que les gens qui sont dans la dépendance affective peuvent faire, c'est dur. Ou alors, si tu ne laisses pas l'émission, tu ne seras plus concentré. Parce que ta tête est déjà qu'il faut que je quitte l'émission si vite, que je peux aller voir mon... Oui. Alors que quand je suis amoureuse, j'ai même le plaisir à dire à mon amoureux que je suis en train de travailler. Et qu'il voit il voit ce que je suis capable de faire. Oui. Exactement. Oui. Mais si je suis dépendante affective, je ne me fais même pas confiance. Il me dit que il peut aller regarder l'émission, là, après il voit que je ne vaux rien et tout ça. Mais est-ce que je veux savoir, est-ce que quelqu'un qui est dépendant affectif peut rompre? C'est-à-dire que il est, comme vous avez dit tout à l'heure, il a son amoureux qui l'appelle pendant que je fais l'émission, je veux seulement laisser l'émission. C'est-à-dire qu'il est bête de sa femme. Est-ce que quelqu'un qui est dépendant affectif peut dire un jour, c'est fini? Si et seulement s'il reconnaît déjà s'il est dépendant affectif. Justement, il va rompre s'il sort de cette dépendance. Mais celui qui est dans la dépendance rompt difficilement. La preuve en est qu'on le quitte. Et si on le quitte, il va c'est la supplier. catastrophe. Oui, c'est la catastrophe. Soit il peut même donner la mort. Oui, il y a des gens qui, les dépendants affectifs, là, parfois, quand ils tombent sur des pervers, c'est grave. Ils peuvent détruire toute une famille. Des gens qui sont dans des bonnes familles. On peut avoir un gigolo qui entre dans la famille, qui tombe sur une personne qui est dépendante affective. Mais il met toute la famille à plat. Parce que la personne n'est pas capable de reconnaître que ça, ce n'est plus normal. Et la personne, comme elle dépend entièrement d'elle, elle est prête à tout lui donner pour qu'elle reste. À tout céder. C'est-à-dire, la personne qui est dépendante affective cède à toutes les caprices. Et donc tout. Mais je voulais quand même savoir, pourquoi tout le monde n'est pas dépendant affectif? Qu'est-ce qui cause ça, la dépendance affective? Si on voit, comme je suis en train de travailler... Dans la première partie, sur le sujet, c'est les dépendances, c'est les causes. Si on voit, on regarde, les dépendants, les addictions, pour la plupart, ça tourne autour de la carence affective. Ah oui? Oui, la carence affective, depuis l'enfance. Ça part en général, ça part de l'enfance. Parce que quand on regarde aussi... Si tes parents même ne s'aimaient pas, ça ne donnait pas... Non, c'est pas les parents. Quelqu'un qui ne s'est pas senti aimé. Parce que les parents apportent une certaine assurance aux enfants. Exactement. Oui. Ils leur permettent d'être équilibrés, ils leur permettent d'avoir confiance en eux-mêmes. Donc quand on s'est senti rejeté par ses parents ou bien quand on ne les a pas eus, on a fait des efforts pour se chercher, ça peut créer la dépendance affective. C'est vrai qu'il y a des enfants, des personnes qui peuvent aussi tomber dans la dépendance affective parce qu'il y a des parents, des enfants qui ont... Ils ont quoi? Il y a des enfants qui ont de l'affection de leurs parents, qui ont été encadrés, mais qui refusent la discipline de leurs parents. Voilà. Les enfants qui sont partis, qui se sont révoltés, qui se sont retrouvés avec les mauvaises personnes, qui les ont broyés. Et là, ils sont dans la dépendance affective. Les filles qui sont sorties de leur maison très tôt pour commencer à aller suivre les hommes, même si elles ont été bien encadrées, elles peuvent tomber dans la dépendance affective parce qu'elles vont tomber sur des hommes, après elles ont abandonné, elles ont eu beaucoup d'aventures et ainsi de suite. Des filles qui ont été violées, elles peuvent être dans la dépendance affective ou alors devenir elles-mêmes dangereuses. Oui. Comment ça? J'aimerais bien comprendre parce que moi je suis victime de viol, donc je veux comprendre. Quand on a été violé, ça peut nous amener à perdre l'estime de soi.
Parce que le viol, c'est quand même un truc violent. Ouais. On perd l'estime de soi. C'est-à-dire, soit on devient très dur envers les hommes, Ouais. soit chaque fois qu'on a en face de nous un homme, on peut penser que l'homme là peut nous comprendre, il peut nous aider à oublier, il peut nous aider à... Cette fois-ci, on a tombé sur le bon, le meilleur et tout. Et si l'homme, comme on a toujours été en dessous, l'homme peut nous dominer parce que tellement on a envie de vivre enfin le vrai amour qu'on peut s'accrocher et devenir dépendant affectif. Pas forcément parce qu'on a eu des problèmes avec nos parents, mais l'environnement social peut aussi nous amener à être dépendants. Mais ceux qui ont eu de l'affection de leurs parents, même si c'est des enfants qui ont refusé la discipline de leurs parents, ils peuvent se ressaisir plus facilement parce qu'ils ont une base par rapport à ceux qui n'en ont pas eu. Donc c'est pour ça qu'il est toujours important de donner de l'assurance à nos enfants, de leur apporter notre affection, de communiquer avec eux, de mettre les noms sur les mots. C'est pas facile pour les parents aussi, hein, parce que beaucoup de parents disent que malgré tout ce qu'on essaie de faire pour nos enfants, ils ne comprennent pas toujours. Ils ne sont pas satisfaits, Ils ne sont pas insatisfaits. C'est ça le problème des enfants qui sont encadrés. Parfois, ils comprennent tard. Ouais. Et puis, ils confondent aussi la discipline et la méchanceté. Le parent qui dit qu'il aime son enfant, l'enfant se demande que mais s'il m'aime, pourquoi il ne veut pas que je sorte? Pourquoi il me punit? Pourquoi il refuse que je sois avec mes amis, par exemple? On ne sait pas que tout ça, ça fait partie de l'amour que nous avons pour nos enfants. Parce qu'on veut les mettre en sécurité, parce qu'on veut les protéger, on leur donne un certain nombre d'interdits. Dans ça aussi, les enfants doivent comprendre. Oui. Il y a quelqu'un qui intervient ici en disant dépendance affective, c'est ce qu'on vit au quotidien. L'égalité est républicaine, une vue de l'esprit qui n'a rien à voir avec la réalité. L'un ou l'autre qui est appelé à tricher n'est-il indépendant? Or, l'amour est un dévouement sans borne. La dépendance affective est un problème réel. Lorsque l'amour évolue dans un sens. Je ne sais pas si j'ai bien compris. C'est un philosophe c'est un monsieur qui aime la philosophie. C'est Augustin Melingui, voilà, Augustin Melingui qui nous envoie. Nous, ici, on préfère aller terre à terre parce que beaucoup de gens sont dans cette situation, ils ne comprennent même pas. Donc, il faut pouvoir expliquer en termes simples, je dirais même très simples, pour que les explications soient à la portée de tous. Donc, mais quand il explique, quand il dit par exemple, par exemple que la dépendance affective est un problème réel lorsque l'amour évolue dans un sens. Oui, justement. C'est-à-dire, quand l'amour évolue dans un sens, ça veut dire que c'est l'amour en sens unique. Oui. C'est l'autre qui doit porter toute la charge dans la vie de couple. C'est ce que j'expliquais au départ, que l'autre porte toute la charge. Pourquoi? Pas parce qu'il le veut, mais c'est parce que celui qui lui fait porter la charge n'a pas confiance en lui-même. Il a des problèmes, il se sous-estime, il ne croit pas en lui, il manque d'assurance. Donc il fait porter la charge à l'autre. Il ne se valorise qu'à travers le regard de l'autre. Donc tant que l'autre n'a pas dit son dernier mot, tant que l'autre n'a pas valorisé, n'a pas validé ce qu'il dit ou ce qu'il pense, ça ne vaut pas, ça ne vaut rien. C'est pour ça que ça devient lourd pour la personne qui porte une personne dépendante. Mais je voudrais savoir une chose, Cathy. Est-ce que c'est possible que ton partenaire ou ta partenaire te rende dépendant affectif? Je pose cette question pourquoi? Parce qu'il y a des filles ici dehors qui ont vraiment l'air d'être très sûres d'elles. Il y a des femmes qui, quand tu vas vers elles, on les appelle les filles s'habillent tout. Tu vas vers elles, vous êtes en train de causer, tu parles d'un truc. Elle te fait comprendre ce que tu dis, ce n'est pas ça, c'est ce qu'elle dit qui est ça. Tu vas dans un chemin, c'est elle-même qui te fait comprendre que non, mon ami, c'est comme ça que ça se passe. Elles sont toujours en train d'être des avant-gardistes, comme on dit souvent là. Elles te disent que non, c'est comme ça qu'on fait. Ce que tu dis là, laisse. J'avais fait ça. C'est plutôt comme ça. On marche que comme ça. Est-ce que si tu dragues, tu es en face d'une fille que tu dragues, elle est toujours en train d'être sûre d'elle, elle est toujours en train d'être dans le qui-vive. Est-ce qu'elle peut, à la longue, te rendre toi qui es son
conjoint dépendant affectif? Calvino, c'est une très bonne question. Vraiment. Vraiment, ça c'est une très bonne question. On a des filles, même jeunes, qui sont manipulatrices comme c'est pas possible. Voilà. Comme Calvino est en train de dire. C'est-à-dire, elles l'amènent, parfois, elles ne font pas ça pour rien. Voilà. Elles font ça, c'est toi qui t'occupes d'elles, c'est toi qui apportes tout. Mais elles font des choses de telle sorte que tu penses que c'est toi qui as besoin d'elles. Qui a besoin d'elle. C'est pour ça qu'elles ont ce comportement. Pire, vous êtes en train de discuter, tu lui expliques quelque chose, elle renverse la situation comme si c'est elle qui est en train de t'apprendre. Mais ça, c'est la manipulation, non? Je te ça que dire qu'il y a des manipulatrices dehors. Et elles sont, pour certaines, super sympas au départ. Très prêtes à tout faire. Le peu qu'elles connaissent, elles savent comment elles manipulent ça. Quand elles entrent dans la manipulation profonde, elles commencent à faire ce que tu as dit. Donc, toi, tu deviens tout petit. Voilà. Elle te rend comme tu es son chien. Elle te donne l'impression que c'est elle qui connaît tout, c'est elle qui fait tout, c'est elle, c'est elle, c'est elle. Et puis toi, du coup, quand tu te sens tout petit, qu'est-ce que tu fais? Elle a le contrôle sur toi. Mais ça, c'est la pervers narcissique là-bas. Justement, elle te rend toi, son gars, dépendant. tu deviens un dépendant affectif. Oui. Et les gens Non, mais ça, font c'est ça. mais Cathy vient de dire ici là que celui qui tombe sur un dépendant affectif, qui tombe sur un pervers narcissique, est dans de sérieux problèmes. C'est ce Tu que peux ne pas être dépendant. Tu n'es pas encore affectif. dépendant affectif au début. Mais quelqu'un te rend dépendant affectif. Oui. Ça se voit aussi dans d'autres domaines. Hein. Peut-être qu'on va en parler dans d'autres émissions. Les gens qui veulent avoir le contrôle sur les autres, ils les rendent dépendants. Quelqu'un te met dans une situation telle que tu n'as pas le choix. Le seul choix que tu as, c'est que tu fasses ce que lui, il veut. Et puis quand il réussit à mettre ça dans ta tête, tu deviens dépendant. Et quand tu commences, tu te rends compte du jeu, tu veux te retirer, ça devient un problème. Il joue les victimes. Voilà. Donc comme la manipulation dans notre société, c'est extrêmement grave. Dangereux. C'est dangereux. Les gens sont devenus tellement dangereux aujourd'hui. Et puis, parfois, on peut se retrouver dans des situations difficiles. Dans d'autres émissions, on va en parler. Mais c'est une bonne question que Calvino a posée. C'est une autre forme. Donc, les jeunes garçons et même des personnes mûres doivent se méfier. J'avais demandé à un monsieur un jour que comment les filles, on connaît une catégorie de filles qui prend de l'argent aux hommes et ainsi de suite. Je demande à un monsieur mûr, mais que comment les hommes peuvent connaître cette catégorie de filles. Mais ils tombent toujours dans leur piège. Il me dit, tu sais pas, elles sont très sympathiques, elles sont très jolies, elles sont très brillantes. C'est-à-dire, quand elle te prend, le temps que tu ouvres les yeux, elle a déjà fait quelque chose. Voilà. Elle réussit toujours à prendre. Donc, il faut barrer dès le départ. Donc, quand on sent que quelqu'un est en train de nous manipuler, prenons du recul. On ne fuit pas la personne. Même dans une relation, on voit quelqu'un, une fille qui semble tout connaître et tout. Prenons du recul. Elle a dit quelque chose. Moi, j'ai dit quelque chose. Après, elle m'a renvoyé ça sur une autre forme. C'est moi qui l'informe, par exemple, d'une situation. C'est moi qui prends le devant pour telle chose. C'est moi qui prends. Quand on se retrouve, elle te dit, par exemple, que oui, j'avais compris que les choses doivent passer comme ça. C'est pour ça que j'ai décidé que... Alors que c'est toi qui as tout fait. Voilà. Alors que c'est toi qui as tout fait. Elle retourne la situation. Maintenant, c'est elle qui est en tête. Et toi, tu te remets en question que, mais est-ce que c'est elle, est-ce que c'est moi, est-ce que c'est elle, est-ce que c'est moi? Si tu ne réagis pas vite, ça s'installe. Non, c'est fini. C'est fini, ça s'est installé, c'est fini. Elle prend ton idée en fait pour elle. Oui. Et elles font ça. Après, c'est elle qui commence donc à te dire ce que tu dois faire, ce que tu dois donner, et ainsi de suite. Ça, c'est de la manipulation qui rend l'autre dépendant. Parce que beaucoup de gens ont aussi réussi à rendre les autres dépendants. On voit par exemple dans le couple, la femme ne travaille peut-être pas. Ça peut aussi être le cas de l'homme qui ne travaille pas. L'autre te rend dépendant de son argent. Si tu ne fais pas comme ça, il ne fait pas ça. Et toi, tu es coincé. On a d'autres problèmes que je ne vais pas citer ici, parce que les gens risquent de se reconnaître. Mais sachant que les gens
qui veulent avoir le contrôle sur nous, ils s'arrangent à ce qu'on devienne dépendant. On peut avoir un problème avec quelqu'un, un litige avec quelqu'un. Toutes les solutions pacifiques qu'on essaie de trouver, la personne refuse. Parce qu'elle sait qu'avec les solutions pacifiques, elle n'aura pas le contrôle sur nous. Voilà. Elle cherche les solutions litigieuses, sachant qu'elle est en position de force. Comme ça, elle a le contrôle sur nous. Yes. Donc, tout ça là, c'est quand on est dans le social, dans le travail social, c'est des manipulations, c'est des choses qu'on voit. Beaucoup de gens se retrouvent dans des situations difficiles, pas forcément parce qu'elles sont méchantes, mais c'est parce qu'elles sont victimes des mauvaises personnes dans la société. Ce que dit Calvino, voilà la situation, le fait que l'homme conçoit l'être et n'arrive pas à se concevoir. L'homme conçoit l'être, mais lui-même n'arrive pas à se concevoir. L'homme lui-même. Comme un être explique tout le processus. Ça, c'est pour Augustin Melingui, c'est un philosophe. Il va vous donner de la philosophie. Oui, moi je n'entre pas, même si je comprends, je peux comprendre ce qu'il dit, je n'entre pas dans les définitions philosophiques parce que je suis travailleuse sociale. Comme je le disais tout à l'heure, cher philosophe, cher frère, essaye de baisser un peu le niveau parce que les gens nous écoutent souvent de loin, juste dans l'arrière-pays. Ouais, exactement. Il y a des gens, quand on insiste sur un thème, c'est parce qu'il y a des gens qui nous suivent semaine après semaine, qui n'ont pas la possibilité de consulter et qui finissent par avoir la solution à leurs problèmes. Donc quand on a le retour, on est obligé de procéder comme on procède là. Donc, cher professeur, lui, il est professeur de mathématiques et philosophie, je crois. Voilà, cher professeur, si votre contribution est vraiment importante, mais baissons un peu le niveau de langage, pour permettre à tout le monde de comprendre même les questions qu'on donne. Je vais vous donner un exemple. Il y avait une dame à l'extrême nord. Un jour, je crois qu'elle est passée par STV, elle a eu mon numéro. Je vous assure que cette dame nous a suivis, même dans d'autres émissions, pendant longtemps. Et elle m'a expliqué, semaine après semaine, ce que je disais. Vous avez dit telle chose, j'ai appliqué, vous avez encore dit telle chose, j'ai appliqué, ça a marché, ça n'a pas marché. Donc, on est là pour les aider aussi, parce que les consultations, ce n'est pas toujours évident pour tout le monde. Voilà, quand on parle justement de dépendance affective et amour, les distinguer, pour la plupart, on se demande comment est-ce qu'on devrait faire pour pouvoir rendre la chose un peu plus potable, c'est-à-dire entre le couple, puisqu'on parle d'amour. Quand on dit amour, c'est dans le couple. Mais maintenant, Cathy, moi je veux comprendre une chose. Quand l'affection, parce qu'il y a beaucoup qui confondent l'amour à l'affection et se jettent dans des relations, se jettent dans la relation parce cette personne a de l'affection. Comme tout à l'heure, tu as expliqué ce que c'est que l'affection. Je t'estime, bon, je suis bien avec toi et puis bon, basta. Et puis tu estimes que nous avons... Je t'apprécie. Je t'apprécie. Mais maintenant, quand il s'agit d'amour, non, mais oui, je t'apprécie. Bon, maintenant que tu te retrouves dans une situation où tu vis en couple avec une personne pour qui tu as de l'affection, est-ce que et cette personne a de l'amour pour toi? Parce que c'est deux choses différentes. J'ai de l'affection pour l'être mon conjoint. Lui, il a de l'amour pour moi. Maintenant, on va rentrer dans un cycle de dépendance. Qui est le plus sujet à tomber dans la dépendance affective? Celui qui a de l'affection. Parce que celui qui a de l'amour pour moi me manifeste, si j'ai de l'amour pour quelqu'un, je lui manifeste mon affection. Oui, je le valorise. Mais si j'apprécie seulement quelqu'un, bon, je t'apprécie, Mireille Grace, tu as une belle coiffure, ok, merci, au revoir. Pas plus. Alors que si j'ai de l'amour pour toi, tu as une belle coiffure, est-ce que je peux t'inviter? Ça va même jusqu'aux relations sexuelles. L'amour, on commence à penser à autre chose, on commence à projeter la vie à deux et ainsi de suite. Or, une simple affection, on peut avoir de l'affection pour tout le monde. On peut avoir de l'affection pour un homme comme pour une femme. J'ai de l'affection pour Calvino. Ça veut dire que, comme je l'apprécie, si Calvino me pose un problème, je peux le résoudre.
Maintenant, je ne suis pas amoureuse de lui. Voilà. Ça veut dire que s'il m'invite à partager sa vie, s'il m'invite à faire des choses avec lui, je dis non. Voilà. Mais j'ai de l'affection pour lui, je l'apprécie. Je l'estime parce qu'il a telle qualité ou telle autre. Donc, moi, je suis... Calvin va souffrir parce que lui, il a de l'amour pour moi. Mais moi, je ne souffre pas parce que j'ai tout simplement de l'affection pour lui. Ça ne m'engage à rien. C'est clair. Voilà, allons retrouver le Vox Pop de la journée, le Vox Pop de cette émission The Rendez-vous où on va savoir, puisqu'on a posé la même question à l'homme dans les rues de Yaoundé, Thierry Onde a signé ce reportage. Je peux dire que être dépendant, selon l'activité affective, bon, pour moi c'est l'amour, mais ce n'est pas l'amour en tant que tel. Donc ce n'est pas en tant que tel, c'est d'aimer quelqu'un, mais c'est pas trop ce qu'on appelle ça être amour. Maintenant, parlons de l'amour. L'amour, c'est s'attacher à quelqu'un consciemment et dans le terme en esprit aussi. Donc selon le cœur. Parce que être amour, c'est aimer d'abord son prochain comme lui-même aussi. C'est pour ça qu'on dit que quand tu es un homme, aimez vos femmes comme vous aimez vous-même. La dépendance affective, c'est lorsqu'on se sent peut-être redevable avec une personne. Ça, je vais dire ça comme ça. Or, l'amour, c'est une question de sincérité. Du genre que c'est un sentiment réel envers une personne. Bon, déjà, je vais prendre l'amour dans le sens général. Je ne vais pas prendre l'amour sentimental ou bien l'amour familial. Mais déjà, l'amour, c'est un sentiment réel et sincère. Bon, par contre, la dépendance affective, c'est... On est juste rattaché à quelqu'un par rapport à, bon, je vais dire, une redevance ou bien, on peut encore appeler ça une dette morale, quoi. Je pense qu'il y a des gens qui pensent qu'ils doivent être absolument aimés. Être aimé, je veux dire, pour exister. Il y a des gens qui pensent que si on ne les aime pas, ils n'existent pas. Ils ne peuvent pas faire les choses pour eux-mêmes. Ils pensent qu'ils doivent le faire pour d'autres, pour plaire aux gens. Pourtant, on peut très bien s'affirmer, faire des choses par conviction et non par rapport au regard bienveillant des autres. Ça, c'est ce que je peux dire à ce sujet. Donc, l'amour, c'est l'amour, c'est aimer ou recevoir de l'amour. Lorsqu'on est dépendant affectivement, on n'arrive pas à vivre ou plutôt on cherche toujours à être avec la personne qu'on aime. Ça veut dire qu'on recherche continuellement son approbation, son affection. Et pourtant, on peut aimer, être amoureux sans forcément être à côté de la personne qu'on aime et vivre bien. Clairement, très bien défini ce que c'est que la dépendance affective. C'est-à-dire quelqu'un pense qu'il doit absolument être aimé. Ou bien il pense que c'est seulement quand il est à côté d'une personne qu'il aime, qu'il existe. C'est-à-dire on n'existe que à travers le regard de l'autre. C'est ça la dépendance affective. La dépendance affective ne nous permet pas de nous épanouir. Par contre, l'amour, le vrai amour, permet à un être humain de s'épanouir. Des personnes qui ont une belle vie de couple, on voit comment ils sont épanouis. Des personnes qui se sentent aimées, on voit comment ils sont épanouis. L'amour va faire en sorte que même si quelqu'un se retrouve en prison, il ne ressent pas ce qu'il y a dans la prison parce que dans sa tête, il y a tellement de choses. Comme Mireille Grasse a dit, il y a les papillons dans le ventre. Donc même si on est face à une situation difficile, même quand on est malade, quand on est amoureux, on se sent aimé, on ne ressent pas la douleur de la maladie comme celui qui ne se sent pas aimé. Par contre, la dépendance affective, c'est tout autre chose. C'est-à-dire, si on est même malade, c'est l'autre qui doit nous dire si on doit boire le médicament ou pas. Si on ne boit pas le médicament, même si tout le monde nous dit que c'est ça qu'on doit boire, même si le médecin, le spécialiste vient, si l'autre ne valide pas, ça n'a même pas d'effet dans notre organisme. Donc, ceux qui sont dépendants affectifs,
C'est comme ceux qui sont... C'est l'addiction, hein. C'est comme ceux qui sont dépendants à l'alcool, à l'argent, au sexe et ainsi de suite. Ils doivent consulter. Voilà. Parce que ça part de quelque chose. Et lorsqu'on la dépendance affective en amour, est-ce qu'on peut dire que c'est une maladie grave qu'on doit vite soigner avant que ça ne pousse dans un couple? Bien sûr. On doit soigner absolument. C'est pour ça que je dis qu'ils doivent consulter. On doit soigner parce que ça crée des dégâts. Parfois des crimes passionnels. Parfois l'un des conjoints devient malade. Parfois c'est les enfants qui en prennent. Qui en pâtissent. Oui. Donc il faut absolument soigner. C'est des choses qu'on néglige, mais beaucoup de problèmes de la société tournent aussi autour de ça. Hein. La productivité en entreprise, ça peut tourner autour de ça. Mais comme c'est des sujets qui sont encore tabous, tant qu'il n'y a pas un problème réel, on ne peut pas savoir. Et puis bon, maintenant, quand on fait des enquêtes, on n'est pas toujours au courant de ce qui se passe. Mais nous, les travailleurs sociaux, quand on fait des enquêtes sociales, parfois on voit les conséquences de la dépendance affective, hein, de la carence affective, ensuite de la dépendance affective, du manque d'estime de soi et tout ça. Mais justement, vous les travailleurs sociaux, qu'est-ce que vous pouvez faire pour que, n'est-ce pas, ces recherches soient étendues? Parce que ce que vous dites là, qu'est-ce qu'on peut faire pour que... Vous venez de dire quelque chose, que parfois on constate seulement quand il y a un mort d'homme. C'est là où après, en cas de photos de commission, on constate qu'ici, il y avait une dépendance affective. Bon, maintenant, dans notre société, on ne sait pas comment, on n'aime pas trop se plaindre, c'est vous qui détectez. Comment vous, les travailleurs sociaux, vous pouvez aider la population dans ce sens pour que les gens soient... Bon, déjà que l'émission aussi qu'on fait, ça permet à ce que les gens prennent conscience. Mais comment on peut davantage faire pour que les gens... On va juste sensibiliser. Oui, on sensibilise, c'est vrai. Mais la dernière fois, à l'atelier, j'étais en train de dire qu'il faut que les gens travaillent ensemble. On a dans notre travail ce qu'on appelle le référencement. Voilà. Par exemple, il y avait la police à l'atelier. La police est là pour faire la répression. Mais est-ce qu'on doit faire la répression à tout le temps? Voilà. Donc, moi, travailleuse sociale que je suis, quelqu'un a commis un acte. Je cherche à savoir pourquoi il a commis. Qu'est-ce qui l'a motivé? Oui, qu'est-ce qui l'a motivé? Est-ce qu'on ne peut pas le récupérer et tout? Si on travaille ensemble, je peux voir qu'au lieu qu'on fasse la répression, on peut plutôt éduquer les parents, chercher à récupérer cet enfant et ainsi de suite. Mais Cathy, est-ce que ceci va peut-être aider les gens même dans les enquêtes aujourd'hui et même les gens qui sont en prison, bien sûr, d'avoir parfois de rentrer en eux-mêmes et savoir que ce qu'ils ont fait n'était pas bien et que les motivations n'étaient pas les bonnes motivations. Donc je crois que peut-être les semaines à venir, puisqu'on parlera de ces cas de figure où quand on regarde, moi je regarde dans des chaînes de télévision où on te dit profil psychologique du meurtrier. On veut savoir pourquoi est-ce qu'on rentre dans son état d'esprit. Et même quand il est jugé au tribunal, on pose même cette même question-là, puisque le juge prend en compte même son état psychologique. Et c'est à partir de là qu'on détermine s'il peut être soigné, il peut être soigné et pour être après, il va intégrer la société. Il faut tenir compte de ça. J'avais vu un documentaire d'un tueur en série. Et on avait remarqué que le tueur en série tuait essentiellement les femmes mariées. Et après les enquêtes, on a compris pourquoi elle est tuée. Oui. Pourquoi? Parce que lui, il avait été trompé par sa femme. Et il avait décidé d'éliminer toute la race de femmes qui trompent leur mari. Donc c'est lui qui partait vers les femmes, il les courtisait. Quand elles acceptaient, il les amenait. Après avoir couché avec elles, il les tuait. Ok, il disait une femme adultère de moins. Oui. Donc, toutes ces victimes étaient des femmes mariées. Qui trompent leur mari. Oui. Au courant de sa vie, il a eu à vivre cette situation et puis il n'a pas pu se ressaisir. Il est tombé dans le crime. On ne va pas changer le monde, hein, mais on peut améliorer les choses. Et surtout en Afrique. Ceux qui ont besoin d'être aidés, ils seront aidés. Les autres, c'est leur problème avec tout. Ben maintenant, en même temps, quand on n'a pas des... Comment je vais dire? On n'a pas des
On n'a pas assez d'accompagnateurs psychologiques au Cameroun pour une population aussi dense qu'est notre pays. Oui. Mais sachant que tous les Camerounais sont malades, mais des malades qui s'ignorent. Aujourd'hui, les gens partent dans les réseaux sociaux, là où c'est un fourre-tout. Il n'y a pas de spécialistes, il n'y a pas d'experts, il n'y a rien. Donc, ils regardent tout. Si on pouvait revenir dans des émissions où on invite des experts, chacun dans son domaine, et on explique des choses, les gens gagneraient beaucoup. Et nous-mêmes, on fait des conférences, on organise des ateliers, tout ça. Combien de personnes viennent écouter? Ils ne sont pas nombreux. Les gens aiment là où on leur partage de l'argent et autres. Moi, je suis le fruit de beaucoup de formations. Donc, quand on appelle les gens, on les forme. Certains viennent, ils en tirent quelque chose. D'autres viennent regarder la nourriture qu'on a donnée alors qu'on aurait pu donner telle chose et l'argent qu'on aurait pu donner et tout. Donc, chacun doit être conscient de sa situation. Nous-mêmes, nous devons aller vers l'information. STV fait beaucoup et d'autres médias qui invitent des spécialistes gratuitement pour qu'ils profitent de l'expertise de leurs partenaires. Mais maintenant, qu'est-ce que nous en faisons? C'est chacun qui doit s'examiner et savoir qu'est-ce qui est bon pour lui et qu'est-ce qui ne l'est pas. Donc, les populations, ceux qui nous suivent, qu'ils essayent de se remettre en question, qu'ils changent. Maintenant, s'ils ont des problèmes particuliers, des thèmes à nous proposer, voilà aussi notre manière de sensibiliser. Ils peuvent écrire pour nous demander d'aborder tel thème ou tel autre. Comme ça, on saura exactement quel problème il y a à tel endroit. C'est vrai. Moi, c'est parce que je suis constamment sur le terrain, que je vois des problèmes qu'il y a sur le terrain, que je demande qu'on aborde telle thématique ou telle autre en fonction des trucs qu'il y a sur le terrain. Et même Mireille Grasse, quand il y a quelque chose qui se passe, elle va dire que voilà, il y a telle chose. Abordons le sujet pour aider les populations. Voilà. Donc la sensibilisation est importante, oui, mais nous-mêmes aussi, essayons de faire des efforts, prenons des initiatives. Allons nous faire soigner avec le peu. Parfois, nous, on s'ennuie, hein? On s'ennuie parce qu'il y a beaucoup de problèmes, mais les gens ne sont pas convaincus qu'ils doivent se faire soigner. Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas d'argent, mais c'est parce qu'ils ne sont pas convaincus. C'est vrai. Ah, oui. En tout cas, c'était un très bon moment passé ensemble. J'espère que vous avez apprécié justement cette thématique. Et la semaine prochaine, on va rentrer maintenant dans un autre domaine qui soit on va entrer deepless, comme on dit, dans la profondeur même de ces maladies, puisqu'on sait maintenant comment distinguer, surtout en amour. Et maintenant, on va entrer dans les maladies même psychologiques. Je crois qu'on va rentrer sur la dépendance sexuelle la semaine prochaine. Ce sera, j'invite donc tous les téléspectateurs à rester scotchés devant son écran. Merci d'avoir été des nôtres. Bonne journée et restez en compagnie des programmes de STV. Bye bye. Aïe.